La plupart des jeux Pokémon gardent un ton assez léger. Tu n'es qu'un gamin plein d'enthousiasme qui part pour une grande aventure afin de devenir le meilleur, comme personne ne l'a jamais été. Mais toute aventure a besoin d'un conflit, d'où l'intervention de ces gars. Bienvenue sur Pokébinge. Aujourd'hui, nous allons classer les méchants des jeux principaux de Pokémon, du plus maléfique au plus diabolique. Nos premiers portraits de méchants présentent un duo très familier, Jesse et James de la Team Rocket. Même si ces deux escrocs et leurs miaous parlants sont les principaux antagonistes récurrents de l'anime Pokémon, dans les jeux, ils restent de simples sbires glorifiés. Jesse et James n'apparaissent que dans Pokémon Jaune et Let's Go Pikachu et Evoli, remplaçant les sbires Rocket génériques des autres jeux de Kanto. Leurs méthodes sombres sont clairement diaboliques, comme tenter de voler des fossiles précieux ou kidnapper un vieil homme. Mais ils restent tout de même de simples sbires au service de personnes bien plus haut placées dans la hiérarchie des méchants. Où qu'ils souhaitent affronter, les personnages joueurs battent facilement leurs équipes toxiques. Et les jeux Let's Go manquent l'occasion de voir Jesse et James s'envoler en criant qu'ils recommencent. Contrairement aux membres emblématiques de la Team Rocket, Penny n'est même pas vraiment une méchante. C'est la mystérieuse figure qui dirige la Team Star depuis l'ombre. Cette bande de délinquants intimide les élèves de l'académie et menace Paldea en se barricadant dans leur base et en attaquant les passants. Sinon, ils restent plutôt inoffensifs face aux autres équipes maléfiques de Pokémon. Penny a créé l'organisation pour protéger les exclus du harcèlement à l'académie. Mais la Team Star a été accusée de harcèlement et menacée d'expulsion. Pour les sauver de ce sort, Penny travaille en secret avec le joueur pour vaincre les chefs de la Team Star, puis elle les défie elle-même en combat afin de pouvoir dissoudre correctement le groupe. Elle montre ensuite tout ce qu'elle a appris de ses amis en accompagnant le joueur lors de son expédition dans la Zone 0 et en aidant à l'enquête grâce à ses talents techniques. On voit bien qu'une fille qui aime autant Evoli que Penny ne peut pas être méchante. Ce n'est pas aussi clair avec Silver qui débute Johto en volant un Pokémon de départ au labo du professeur Orm et en attaquant le joueur sur la route. Silver est l'unique rival du jeu présent sur cette liste. Les autres cherchent donc tout simplement une compétition amicale, ou au pire, sont juste un peu désagréables. Mais Silver est un criminel sur la voie parfaite de la rédemption. Il juge les Pokémon uniquement sur leur force, insultant l'équipe du joueur et même la sienne à chaque fois qu'il perd. Silver doit subir plusieurs défaites et des leçons difficiles lors de son parcours vers la Ligue Pokémon pour revoir son attitude. Son évolution est claire dans l'équipe qu'il utilise lors des revanches post-jeu, car son Nosferalto a enfin atteint sa forme finale grâce à l'amitié. Silver a appris à prendre soin de ses Pokémon et à considérer le joueur comme un rival capable de le pousser, lui et son équipe, à progresser ensemble. Compte tenu de ce que l'on apprend finalement sur l'histoire familiale de Silver. Peut-être que parfois assez, la pomme tombe vraiment loin de l'arbre. Pour preuve supplémentaire, il suffit de regarder N, élevé par son père adoptif Ghetsis, pour croire que les humains ne peuvent pas coexister avec les Pokémon sans les maltraiter. N prend la tête de la Team Plasma en tant que chef de paille et impose leur credo de séparer les dresseurs de leurs Pokémon. Malgré sa foi totale dans les idéaux de son équipe et son zèle comparable à la People for the Ethical Treatment of Animals des Pokémon, il reste cordial avec le joueur et finit par apprécier sa relation avec ses Pokémon. Cela ne l'empêche pas de poursuivre son plan, se lier d'amitié avec un Pokémon légendaire d'Unis et utiliser sa force pour prendre la Ligue Pokémon, au moment où le joueur affronte le champion. Un acte de terrorisme contre l'organe principal du gouvernement d'Unis placerait normalement End plus haut parmi les méchants. Mais le jeune dresseur comprend vite que ses actions servaient en fait les plans égoïstes de Ghetsis. Après la défaite de Ghetsis, il se libère de l'influence de son père et des motivations corrompues de la Team Plasma. Il crée un groupe dissident pour soigner les Pokémon affaiblis, puis, 2 ans après, s'allie à un jeune dresseur contre le retour de Ghetsis et ses sbires. Même en laissant de côté le terrorisme, tu ne serais pas agacé si ton père t'avait donné un nom comme Nature Harmonia Gropius. Ghetsis, quel nom? Le chef de la Team Plasma n'a pas meilleur goût pour choisir ses sbires. Zanzalin dirige Pokémon Noir 2 et Blanc 2, représentant la nouvelle équipe et ses ambitions sur Unis. Cette fois, leur cible est le légendaire Kyurem, en accord avec la préférence de Zinzaline pour les Pokémon Glace et les stratégies de gel. Le nouveau thème de l'organisation apparaît clairement quand la frégate volantée de Plasma gèle Januzia.
Zinzalin perd des points parmi les méchants en restant subalterne de la Team Plasma sous Getis. Mais la menace qu'il fait peser sur le climat d'Unis reste majeure. Et dire que, dans les versions originales, noir et blanc, Zinzalin se plaignait d'être affecté à l'entrepôt frigorifique de Port-Yoneuve. Peut-être qu'il a suffi d'un avant-goût du leadership pour que ce type lâche prise et réalise que le froid ne l'a jamais vraiment dérangé. Mais tous les méchants ne sont pas aussi détendus. Guzma de la Team Skull est tout sauf un antagoniste équilibré, et il est en fait l'un des chefs d'équipe de méchantes les plus instables. Lui et ses sbires ont pris le contrôle de Poville, chassant les habitants et laissant la ville sombrer dans la dégradation. La Team Skull trouble les habitants d'Alola, mais on apprend que leurs crimes et intimidations visent en fait à survivre après avoir été abandonnés par leur famille et le système du Tour des Îles. Le chef de la Team Skull utilise le Pokémon parfait pour représenter l'état d'esprit de son équipe. Sarmurai, un gros insecte imposant qui adore fuir ses problèmes grâce à son talent repli tactique. Guzma semble n'être qu'un adolescent en colère et violent, brisé par le système et en quête de conseils, même s'il progresse dans le classement pour avoir, sans le vouloir, aidé la bien plus malveillante Lusamine. Guzma et la Team Skull évoluent après les événements du jeu, et Guzma aide même le joueur contre la Team Rainbow Rocket dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. À ce stade, il pourrait tout aussi bien brandir une énorme pancarte au néon indiquant « Méchant repenti ». La Team Skull est indéniablement difficile à prendre au sérieux, mais ils n'ont rien à envier à deux types qui coiffent leurs cheveux comme l'illustration de la jaquette de leur propre jeu. Épée Bear et Bouclier Bear, deux frères, se croient descendants des souverains de Galar. Après le jeu principal de Pokémon Épée et Bouclier, ils provoquent le chaos dans Galar, forçant des Pokémon à Dynamaxer dans les stades et tentant de rendre Zacian et Zamazenta incontrôlables pour les discréditer comme souverains de la région. Ils semblent avoir oublié dans quel univers ils vivent. Dans leur monde, tout tourne autour des Pokémon, donc les rois mythiques de la région sont aussi des Pokémon. Ces frères ne sont pas vraiment maléfiques, mais plutôt extrêmement égoïstes et à courte vue. Mais cette crise de succession folle nous fait juste nous demander comment fonctionne la politique dans le monde des Pokémon. Ce n'est pas un problème avec le président Rose qui a acquis sa position de leader à Galar grâce au bon vieux capitalisme. Rose est le président du conglomérat d'entreprises Macrocosmos et le chef de la Ligue Pokémon de Galar. Et même s'il a de bonnes intentions, ses actions sont aussi catastrophiques que mal réfléchies. Rose invoque le monstrueux Eternatos dans une tentative de résoudre la crise énergétique imminente de Galar, mais comme tant d'autres méchants de cette franchise, il se rend vite compte qu'il est incapable de contrôler le Pokémon légendaire. Ces types ne prévoient-ils jamais d'attaque de sommeil, ni d'hyperballs, non? Rose a aussi le pire sens du timing imaginable, mettant son plan à exécution au moment même où le meilleur dresseur de Galar, Léon, est occupé à affronter le joueur pour le match de champion. Les efforts de Léon, son frère, du joueur et des Pokémon légendaires de Galar sont nécessaires pour capturer Eternatos et éviter la destruction de la région. Après cette catastrophe colossale en termes d'image, le conseil d'administration de Macrocosmos a dû organiser la succession et évincer leur président-directeur général, manifestement incompétent, car Léon prend le contrôle de la Tour Rose à partir de ce moment-là. Et on ne peut vraiment pas leur en vouloir. Mais tu sais qui on peut blâmer? Les équipes même maléfiques Ever de The EN, parce qu'elles laissent leurs chefs les entraîner dans des plans encore plus ridiculement insensés que ça. Maxi et Archie représentent les organisations rivales de la Team Magma et de la Team Aqua, qui cherchent aussi à contrôler des Pokémon légendaires. Maxi a lu les critiques de Pokémon Ruby et Saphir, et il cherche à utiliser Groudon pour mettre fin à la fameuse critique du trop d'eau. Archie cible Kyogre pour faire l'inverse, poussé par son amour des routes aquatiques monotones. Aucun des deux chefs d'équipe ne prend jamais le temps de réfléchir aux dégâts écologiques massifs que ces Pokémon vont causer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et même pas dans les remakes, où leurs objectifs sont un peu plus développés, le passage de l'étape 1, libérer le Pokémon légendaire, à l'étape 3, en tirer profit, n'a aucun sens. Archie et Maxi sont au moins prêts à s'allier aux joueurs contre l'autre, même si c'est toujours pour les mêmes raisons absurdes. On passe à la vitesse supérieure, avec des méchants menaçant des régions entières par leurs manigances égoïstes. Les professeurs Sata et Turo font partie de ces méchants. Pour clarifier, il ne s'agit pas des clones numériques des professeurs rencontrés dans la zone 0. Ce sont juste des intelligences artificielles contraintes par leur programmation. Nous parlons ici des vrais Sata et Turo obsédés par l'idée d'attirer des Pokémon d'autres époques, mettant ainsi en danger toute la région de Paldea. Ces deux savants fous trouvent leur fin à cause de leur propre orgueil.
tués par l'un des Pokémon légendaires qu'ils ont fait venir dans le présent. Cependant, les Pokémon Paradox qu'ils ont libérés dans le monde restent dans la zone 0, menaçant de dévaster la région avec leur puissance écrasante. L'intelligence artificielle que les professeurs laissent n'est pas meilleure, prête à tout pour protéger la machine à voyager dans le temps responsable de ce chaos. Pokémon Écarlate et Violette ont choqué les joueurs en faisant de leurs professeurs les principaux antagonistes, et les ont encore plus surpris en révélant qu'ils étaient morts depuis le début. Souvent, les méchants inconnus paraissent les plus sinistres. Dans Pokémon Noir et Blanc, c'est le cas pour le vrai chef de la Team Plasma. Gétis est le cerveau de l'organisation, incitant à séparer dresseurs et Pokémon pour contrôler Unis sans opposition. Même après que ses véritables objectifs soient révélés et que son fils N se retourne contre lui, Gétis refuse d'abandonner son rêve de conquérir Unis grâce au pouvoir de ses Pokémon légendaires. Dans les jeux suivants, il se tourne vers la dévastation glaciale de Kurem et son potentiel à geler toute la région. Gétis force la fusion entre le Pokémon légendaire de N et envoie l'hybride attaquer le joueur. Comme avant, le plan de Gétis échoue et il frôle la crise de nerfs, incapable de diriger la Team Plasma. Gétis a peut-être complètement basculé dans le rôle d'un méchant de Batman à la fin, mais il n'a rien d'un Mr. Freeze sympathique. Heureusement que son fils tente de lui pardonner malgré des années de maltraitance. Sinon, ce type semblerait irrécupérable. Gétis est en lice pour remporter le prix du pire père du monde Pokémon, mais il n'y a aucun doute sur qui est la pire mère. L'Usamine et son obsession pour les ultra-chimères deviennent rapidement un danger pour toute Alola, mais ce qui la distingue de la plupart des autres antagonistes de cette franchise, c'est l'aspect personnel et dérangeant de sa méchanceté. Elle manipule et maltraite tellement ses enfants qu'ils finissent par fuir, puis reproduit ce schéma toxique avec Guzma pour contrôler la Team Skull à son profit. Dans Pokémon Soleil et Lune, elle fusionne avec Nihilego dans l'Ultra Dimension et doit être stoppée par le joueur avant de reprendre ses esprits. Cette mère meurtrière est à l'origine de certains des passages les plus sombres de l'écriture des personnages de la série. Un point qui devient évident lorsque l'on voit la fille, Lily, s'émanciper progressivement de l'influence de l'Usamine au fil du jeu. C'en est presque assez pour oublier que l'Usamine participe aussi au complot d'ouverture de failles dimensionnelles à Alola, laissant envahir les îles par des monstres extraterrestres. Enfin, presque. En quittant la série de parents terribles, on atteint des méchants au dessein homicide encore plus haut dans le mal. Lysandra est devenue tellement désabusée par les échecs de l'humanité que sa solution consiste à appuyer sur un gros bouton de réinitialisation sous la forme d'une machine qui anéantira toute vie à Kalos. L'angoisse existentielle de Lysandre est aussi française que son décor, mais son souhait d'un monde parfait peine à susciter du soutien hors de la Team Flare. Le joueur parvient finalement à empêcher Lysandre de drainer la puissance d'un Pokémon légendaire dans l'arme et de la déclencher, même si faire sortir ce truc du sol a dû semer la pagaille sur le marché immobilier de la ville voisine. Comment vendre un gigantesque appareil apocalyptique qui traîne dans votre jardin? Ne demandez pas aux habitants de Hisui, car ils ont une faille spatio-temporelle qui gâche leur horizon. Cela leur vient de Volo, qui décroche notre médaille de bronze du mal. Volo consacre l'essentiel de Pokémon Légende Arceus à aider le joueur à apaiser les Pokémon nobles et à chercher les plaques d'Arceus. Ce n'est qu'après que les deux arrivent au temple de Sinnoh que Volo révèle ses véritables intentions. Obsédé par l'idée de soumettre Arceus, il a demandé à Giratina de déchirer la faille spatio-temporelle, rendant les Pokémon nobles furieux et impliquant le joueur. Volo a manipulé le joueur pour collecter les plaques et invoquer Arceus, puis l'affronte pour s'emparer des artefacts. Volo est aussi bien classé parce qu'il est prêt à tout risquer dans sa quête de la puissance ultime. De plus, contrairement à beaucoup d'autres méchants de cette liste, Volo n'apprend pas de sa défaite. Il reste déterminé à conquérir Arceus, peu importe le temps. Il semble que les descendants de Volo n'aient pas poursuivi les rêves de pouvoir de leur ancêtre fou, mais malgré tout, il ne serait pas le dernier à menacer la Terre qui deviendrait connue sous le nom de Sinnoh, d'une annihilation totale. Cyrus, notre médaille d'argent du mal, partage cette ambition, et avec ses sbires de la Team Galaxy, cause encore plus de dégâts à la région en cherchant à exploiter le pouvoir des légendaires du temps et de l'espace. Ils volent de l'énergie à Sinnoh, font exploser une bombe asséchant le lac Courage et capturent le trio des lacs pour piéger les Pokémon légendaires. Cyrus veut détruire et recréer l'univers, cette fois sans aucune émotion ni esprit. Aucun sbire galactique de Cyrus ne connaît ses plans inquiétants pour un nouvel ordre mondial, faisant de lui l'un des chefs d'équipe maléfiques
les plus isolés et antisociaux. Comment il a réussi à rassembler la Team Galaxy alors qu'il a tout le charisme d'un Garbodor pourri reste un mystère pour tout le monde. Le réseautage et l'organisation sont des qualités essentielles dans une franchise où la plupart des antagonistes dirigent leur propre conglomérat maléfique. Et c'est pourquoi nous décernons la médaille d'or du mal à Giovanni. Il est sans doute le premier méchant de Pokémon, mais il ne s'appuie pas sur la notoriété comme Bowser ou Ganondorf pour rester présent. Non, Giovanni est en tête de notre classement parce qu'il est prêt à tout pour y arriver et y rester. Le parrain de Pokémon fait à tous une offre irrésistible, même aux joueurs, et inspire une loyauté telle à la Team Rocket que ses membres sont prêts à commettre des actes terroristes juste pour le revoir après sa fuite du pays. La défaite motive Giovanni à viser plus haut, et dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, il prévoit d'utiliser des Ultra Brèches pour conquérir le multivers. Sa transformation de parrain de la mafia en super vilain de bande dessinée étant complète, Giovanni recrute tous les plus grands et dangereux noms de la série pour l'aider à atteindre cet objectif. Son principal atout est un Mewtwo, le tout premier légendaire surpuissant de la série. C'est vraiment un témoignage du talent du joueur qui parvient à affronter la propre légion du mal de Giovanni et à en sortir vainqueur.